Bienvenue sur Prépare-toi. Aujourd'hui, séance numéro 11 de physique-chimie. Un petit peu comme la semaine dernière, on va encore s'intéresser à de la mécanique, donc tout ce qui était interaction gravitationnelle. Je vous avais donné une petite résolution de problème, donc on va s'intéresser encore une fois à tout ce qui est vecteur vitesse et accélération, repère de Freinet, et aujourd'hui, troisième loi de Kepler et capacité numérique. Donc en fait, dans le cadre du programme, vous avez une petite capacité numérique en terminale qui s'intéresse à ça, et c'est des choses finalement qui vont se poursuivre un petit peu en prépa. Vous allez encore avoir des capacités numériques en physique-chimie, et par exemple à l'aide du langage Python, il va falloir réussir à faire certaines choses. Donc on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui nous intéressait dans cette résolution de problème ? Dans cette résolution de problème, on s'intéressait à la Station spatiale internationale, dans laquelle Thomas Pesquet, qui est un célèbre astronaute français, a eu l'occasion de séjourner 2 fois. Donc il a effectué deux séjours à 408 km d'altitude. On vous donne également dans ce problème le rayon de la Terre, la masse de la Terre et la constante gravitationnelle G. Alors, la question qu'on vous pose ici, qu'on vous posait dans ce problème, c'est en détaillant, calculer le nombre de tours qu'a effectué Thomas Pesquet autour de la Terre par jour. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va voir qu'il y a 2 méthodes. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas encore fait cette résolution de problème, c'est d'essayer de la faire. Et si vraiment vous n'arrivez pas, regardez la vidéo qu'on a faite ensemble la semaine dernière. Il y a des éléments qui vous permettent d'y répondre. Pour cette résolution de problème, ce qui est super important, en fait, c'est de connaître la troisième loi de Kepler. Donc l'expression de la troisième loi de Kepler, on avait établi dans la séance précédente, lors de la dernière résolution de problème. Si vous n'arrivez pas à le faire, je vous invite à regarder l'ancienne vidéo. Donc pour rappel, il s'agissait d'utiliser la seconde loi de Newton avec le fait que l'accélération dans le repère de Freinet va avoir une expression un petit peu particulière. À partir de ça, vous trouviez une expression pour l'accélération et donc pour la vitesse en fonction de l'interaction gravitationnelle. Et on pouvait trouver une deuxième expression pour la vitesse à partir du fait que l'orbite était circulaire. Donc c'est une hypothèse qu'on va faire également ici. On trouvait donc la valeur de K. Donc la constante de proportionnalité, c'est 4 pi carré sur la constante gravitationnelle fois la masse de la Terre. Et donc ça, c'est égal à la période de révolution du satellite en question divisé par soit le demi-grand axe au cube, soit le rayon de l'orbite au cube dans le cas d'une orbite circulaire. Alors, il se trouve que le rayon de l'orbite de la Station spatiale internationale, c'est aussi égal au rayon de la Terre plus l'altitude du satellite. Donc c'est pour ça que vous retrouvez R-Terre plus H ici. Alors ensuite, à partir de cette expression, l'idée c'est de donner la valeur de t. Donc on peut multiplier des deux côtés par r terre plus h au cube, et ensuite on va passer à la racine pour exprimer t en fonction du reste. L'expression qu'on trouve pour t, c'est 4 pi carré sur g fois la masse de la Terre, fois r terre plus h, le tout au cube. Et comme on est passé à la racine, on prend le tout à la puissance 1,5. On trouve une période t en secondes qui vaut 5580 secondes. Alors cette période, c'est la période des révolutions, et donc c'est aussi le temps mis par la Station spatiale internationale pour faire un tour sur elle-même. Maintenant, la question qu'on vous pose, c'est quel est le nombre de tours effectués par jour. Donc, on connaît aussi la durée d'un jour. La durée d'un jour, c'est environ 86 000 secondes. Et à partir de là, on peut en déduire le nombre de tours réalisés par la Station spatiale internationale et Thomas Pesquet en 24 heures. À savoir, on va prendre la durée totale divisée par la durée d'une rotation, d'une révolution. Donc 86 000 secondes divisé par 5580 secondes, et ça nous fait à peu près 15 tours. Donc vous pouvez vérifier, la Station spatiale internationale fait à peu près 15 tours de la Terre par jour. Donc n'hésitez pas à bien reprendre cette résolution de problème, et si vous avez des soucis pour déterminer la troisième loi de Kepler, faites-le vraiment. Donc c'est quelque chose qui est au programme en terminale, et bien sûr ce sera quelque chose qu'on réabordera en classe préparatoire. Je vous laisse un petit peu de temps pour la correction, et ensuite on va passer à la partie 2. Dans cette partie, on va s'intéresser à la troisième loi de Kepler, et en particulier une capacité numérique qu'il vous faut connaître dans le cadre du programme de terminale.
On vous donne ici donc différentes valeurs de demi-grand axe, de différentes orbites qui concernent en fait différentes planètes du système solaire. Donc c'est des orbites de planètes autour du Soleil. Et on vous donne également leur période de révolution. On vous précise qu'une unité astronomique, qu'on note aussi UA, c'est 1,5 fois 10 puissance 8 km. Et en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait au demi-grand axe de la Terre sur son orbite de révolution autour du Soleil. Donc on vous donne les demi-grands axes pour ici 6 planètes du système solaire et on vous donne également les périodes de révolution en jours pour ces différentes planètes. Alors la capacité numérique qu'on va étudier ici, c'est exploiter à l'aide d'un langage de programmation des données astronomiques ou satellitaires pour tester les deuxième et troisième lois de Kepler. Je vous redonne ici la troisième loi de Kepler, donc on vient de revoir à l'instant, donc T au carré sur A carré, donc la période au carré sur le demi-grand axe au carré, est égale à une constante, et cette constante c'est 4 fois pi carré sur G fois la masse ici de l'astre autour duquel la planète ou le satellite est en révolution, c'est-à-dire ici le Soleil, puisqu'on considère les planètes du système solaire. On vous donne également donc la valeur de la constante gravitationnelle en unité du système international. Et première question qu'on vous pose, complétez le programme suivant écrit en langage Python avec les valeurs du tableau pour déterminer la valeur de la constante K. Alors, ici donc le programme qu'on vous donne. Donc c'est un programme qui est écrit donc en langage Python. Donc vous voyez ici on va venir chercher des modules et fonctions. Et là on entre donc plusieurs variables et on effectue quelque chose. Donc ce programme-là, il faut le compléter. Alors, qu'est-ce qui manque ici si on regarde bien? Ici, donc, on vous donne le demi-grand axe, donc vous voyez ici, et la période. Donc là, en fait, il va falloir compléter ces listes à partir des valeurs du tableau que vous avez donné dans l'énoncé. Donc, je vous laisse mettre un petit peu en pause, essayez donc de prendre ce programme. Donc, il faut savoir que tout ce document se situe sur... le lien de ce document est en description. Donc, prenez-le, vous avez accès donc, au fichier PDF. Vous pouvez copier-coller cette partie du script et entrer ici les valeurs des différents demi-grands axes et des différentes périodes. Alors ici, ce qui est important de remarquer, c'est que on va fonctionner en langage anglo-saxon, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre de virgule, par exemple si vous avez 0,8, mais vous allez mettre 0,8. Donc c'est assez important pour ne pas vous tromper. Donc je vous laisse faire ça et on reprend dans un instant. Donc voilà le programme complété. On a juste du coup ajouté les différents demi-grands axes et la période. Donc si vous voulez vérifier, je vous laisse mettre ça sur pause. Deuxième question qu'on vous pose, c'est en déduire la valeur de la masse du Soleil, ms, en mètres. Alors, une fois que vous allez exécuter ce programme, vous allez obtenir une valeur de K. Okay. Donc si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez qu'ici, on vous fait obtenir K et on vous affiche K. Donc vous obtenez une valeur de K. Une fois que vous avez fait ça, l'idée c'est d'obtenir la valeur de la masse du Soleil à partir de la valeur de K qu'on a obtenue précédemment. Donc l'idée, c'est de remarquer que K est égal donc, à 4 fois pi au carré sur G fois la masse du Soleil. Et ici, si je multiplie des deux côtés par la masse du Soleil divisé par K, donc je le fais ici, mais aussi ici. Les K vont se simplifier. Le K va se simplifier ici et ici. Et la masse du Soleil va se simplifier ici. Je vais obtenir ms, donc la masse du Soleil, qui va être égale à 4 fois pi au carré sur G fois K. À partir de là, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir ici implémenter dans le programme. Donc vous l'entrez sous cette forme. Et ensuite, vous pouvez l'afficher grâce à la commande print.
Donc ici, print, donc là c'est une chaîne de caractères qui va s'afficher. Là c'est la variable ms, donc la masse du soleil qui est calculée. Et je précise également l'unité ici. Donc vous affichez ceci et vous obtenez donc une valeur, donc c'est assez avec beaucoup de chiffres après la virgule ici, 1,99 quelque chose fois 10 puissance 30 kg. Donc je vous invite à rechercher donc, la valeur qu'on peut trouver typiquement donc, sur internet. On va trouver donc 2 fois 10 puissance 30 kg. Donc a priori, notre programme effectue bien le calcul de la masse du soleil et on ne s'est pas trompé d'unité. Dans la question suivante, on va essayer de détailler justement le programme. On vous demande d'expliquer ce que fait le programme suivant ou précédent. Alors ici, dans un premier temps, ce qu'on va faire, en fait, c'est importer ici des modules qui vont vous servir ici dans votre programme. Donc le premier module, c'est matplotlib.pyplot. Alors ce module-là permet en fait de faire des tracés graphiques. Donc on va utiliser ça dans la question numéro 4. Donc c'est pour ça qu'on l'a introduit ici. Ensuite, on a le module NumPy. Donc, NumPy, c'est un module scientifique qui permet ici, par exemple, d'entrer sous forme de liste tous les demi-grands axes, toutes les périodes. Donc là, la commande as_np, ça veut dire que quand vous utilisez une fonction du module NumPy, vous allez rajouter np point la fonction devant, pour que Python sache que ce qui vous intéresse, c'est une fonction qui fait partie du module NumPy. Pareil, donc une fois qu'on a fait ça, donc on rentre les demi-grands axes, les périodes. Et ici, en fait, ce qu'on va considérer, c'est on va essayer de faire une modélisation de type affine, c'est-à-dire y égale a fois x plus b, pour déterminer la valeur de k. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? En réalité, donc vous avez remarqué que donc on avait t carré sur a au cube qui valait k. Autrement dit, ici, t carré, c'est égal à k fois a au cube. Et donc ça, si vous voulez, c'est en quelque sorte ce qui va jouer le rôle de fonction y, qui donc dépend de x. Ça, c'est ce qui va jouer le rôle de a, le coefficient directeur. Et ça, c'est ce qui va jouer le rôle de x. Donc plus ici 0 qui va jouer le rôle de b. Donc on a bien dans la modélisation quelque chose qui est du type y de x égale a fois x plus b. Alors ici, c'est pour ça qu'on vient dire que x, en fait, c'est le demi-grand axe, donc à la puissance 3. Et on s'arrange également pour que ici, ce demi-grand axe soit donné en mètres. Dans les valeurs qu'on a rentrées ici, on l'a rentré en unité astronomique. Et une unité astronomique, on a vu que c'était 1,5 fois 10 puissance 8 km. Ça veut dire qu'en termes de mètres, c'est 1,5 fois 10 puissance 8 fois 10 puissance 3, comme c'était des kilomètres. Et donc 10 puissance 8 fois 10 puissance 3, c'est aussi 10 puissance 11. Donc on retrouve ici 10 puissance 11. En mettant donc le tout au cube, on va avoir des mètres cubes. Okay. Pour la période, donc ici y, on a dit que c'était t carré. La période, on l'a donnée en jours, eh bien on va la passer dans le système international en secondes. Un jour, c'est 24 heures, donc je multiplie par 24, et une heure, c'est 3600 secondes, donc je multiplie encore par 3600. Et ensuite, je l'élève au carré pour avoir y. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction polyfit. Alors la fonction polyfit, en fait, elle va vous déterminer ici de manière affine ce que valent en fait les coefficients a et b. Donc en écrivant a, b égale np.polyfit de x, y, 1, donc ça veut dire que ici vous cherchez quelque chose, un polynôme qui est à l'ordre 1 en x, vous allez trouver a et b, donc tels qu'ils sont définis ici. Ensuite, ce que vous allez pouvoir dire, c'est que a, en fait, c'est la valeur de k qui nous intéresse, donc k égale a. Et ensuite, vous allez afficher k, donc ici dans les unités du système international. Et pareil, dernière chose qu'on fait ici, c'est qu'on crée en fait
une liste droite qui va être égale à k fois x plus b. Donc ça, c'est la droite qu'on va obtenir à partir de ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire une régression linéaire. Donc voilà un petit peu ce que va faire le programme. Question 4. Tracer l'évolution de t carré en fonction de a au cube. Alors, pour faire ça, on va utiliser la fonction plot donc, du module matplotlib. Donc, matplotlib, on l'a importé sous la forme plt. Donc, si j'utilise une fonction de ce module, je vais mettre plt.plot. Alors, plot x, y, r. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va tracer donc, tous les points qu'on a dans la liste y en fonction des points de la liste x. Et ici, en fait, on va les tracer en rouge, R pour red, et avec des symboles plus. Deuxième chose, on va pouvoir ajouter ici la droite qu'on vient de rentrer à l'instant. Donc l'idée étant d'avoir les points expérimentaux ainsi que la droite qu'on a obtenue après modélisation. Donc on la trace en fonction de x, ces différents points, et on va tracer la droite en bleu et en trait plein. Donc c'est avec le symbole tiré ici. On va également donc affecter des noms aux deux axes ici et un titre au graphe, donc illustration, troisième loi de Kepler. Ici, on peut rajouter une grille et grâce à la commande show, on va venir afficher le graphe. Donc si vous faites ça dans la suite du programme et que vous exécutez, vous allez obtenir ceci. Donc ici, ce que vous voyez, c'est t carré en fonction de a au cube, donc ce qui nous intéressait. Et vous voyez que c'est bien quelque chose qui semble être linéaire. En particulier, vous avez une droite avec des points expérimentaux qui sont très très proches de la droite. Ce qu'on pourrait faire également, c'est tracer uniquement ça sur une zone restreinte et on s'apercevrait ici que vous allez avoir quelque chose qui est vraiment linéaire. Donc voici pour la deuxième partie sur la troisième loi de Kepler. Voilà. C'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, remarques. Et pour la semaine prochaine, à savoir la semaine de la rentrée, rien à faire. Donc l'idée, c'est que vous profitiez un petit peu de vos vacances. Et on se revoit en janvier.